Bonjour. Alors, voici le dernier chapitre, le 8, la présentation du tourisme en France. Donc c'est un chapitre qu'on a débuté ensemble en cours, notamment la première partie. Donc je fais juste un petit rappel. Donc présentation du tourisme en France, on se pose la problématique suivante. Qu'est-ce qui explique le poids du tourisme en France, vu que c'est le pays le plus visité au monde, entre 89 et 90 millions d'arrivées de touristes chaque année, évidemment en dehors de la période Covid-19. Alors, le plan, on a vu tout d'abord la première partie, donc les atouts exceptionnels de la France. Tout d'abord, évidemment, des paysages séduisants, on en a vu un certain nombre. Un remarquable patrimoine culturel qui va de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Ensuite, une offre d'hébergement et de restauration de qualité, avec une particularité pour la France, c'est l'importance des campings, beaucoup plus que dans d'autres pays européens. Et puis, en dernier point, des réseaux de transport performants, aussi bien la route que le chemin de fer, les autocars notamment, et puis le tunnel sous la Manche pour relier la France au Royaume-Uni. Alors, je vais reprendre ici le grand 2, puisque un groupe n'a pas eu cette partie en classe. Pour les autres, ben, je suis désolé, mais bon, ça va être assez rapide. Ça fait un rappel. Alors, allons-y. Donc, grand 2, un rôle économique essentiel. Et on commence par petit 1, des recettes importantes grâce à un grand nombre d'arrivées. Alors, je vous indique que je vous envoie par école directe le cours, donc vous n'êtes pas obligé de prendre des notes, mais de bien suivre et vous pouvez lire le cours en même temps, vous arrêtez quand vous voulez dans cette vidéo. Alors, la France est considérée comme la première destination du tourisme international, comme j'ai dit tout à l'heure, avec plus de 89 millions d'arrivées. Ça, c'était en 2018, devant 4 pays. Alors, vous pouvez essayer de trouver ces 4 pays. Je vous laisse juste quelques secondes. Alors, l'Espagne, ensuite les États-Unis, la Chine et enfin l'Italie. Pour les recettes, c'est-à-dire ce que rapporte financièrement le tourisme, la France arrive au 3e rang mondial derrière les États-Unis et l'Espagne. Le nombre d'arrivées a plus que doublé depuis 20 ans. Et vous voyez sur ce graphique, avec les statistiques, que l'Europe représente la grande majorité des visiteurs. Donc les Européens sont les plus nombreux à venir visiter l'Europe. Vous voyez en 2017, sur près de 87 millions d'arrivées, les Européens représentent 68,3 millions et que ça augmente légèrement mais régulièrement. Alors vous voyez sur ce tableau statistique, je vous l'entoure ici, la part des Européens représente un peu plus de 78% des visiteurs. Vous avez pour les autres continents les ressortissants nord-américains représentent 10%, surtout des Américains, et puis un petit peu de Canadiens et Brésiliens. Les Asiatiques, 7% des visiteurs.
Ensuite, l'Afrique, 3,3%. Et l'Océanie, un petit peu plus de 1%. Voilà. Alors, le tourisme est un secteur très important de l'économie. Il représente 7% du PIB. Je vous laisse retrouver tout seul ce qu'est le PIB. C'est bon, vous vous rappelez? Produit intérieur brut, qui mesure la richesse d'un pays. Donc, 7%, c'est beaucoup quand même. Même si vous pouvez avoir l'impression que c'est faible. 8% des emplois, mais bon, ça, on va y revenir. Alors, l'offre d'emploi, bon, ça, on va le voir, mais ensuite, vous voyez qu'il y a des différences entre les régions. C'est-à-dire que vous voyez que les régions méditerranéennes, la part du PIB représente 10%. Le tourisme représente 10%. La Corse, c'est phénoménal, c'est 30%. Le tourisme représente donc 30% de son PIB. Près plus d'un tiers. Un peu moins d'un tiers, pardon. Par contre, à l'inverse, les régions du Nord, donc on dit septentrionales, ça veut dire Nord, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France, c'est 5% seulement. L'Île-de-France, c'est 6,5%, un petit peu inférieur à la moyenne nationale, mais en fait en Île-de-France, en termes de recettes, c'est très important, mais c'est relatif en pourcentage parce que vous avez d'autres secteurs de l'économie qui sont très importants. La chimie, le pétrole, l'informatique, les services, d'autres services, le banque, assurance, etc., qui représentent des pourcentages également élevés. Alors, nous passons au petit 2 de nombreux emplois. Alors, le tourisme représente environ entre 7 et 8% de l'emploi salarié en France, soit plus de 2 millions de personnes. Donc j'espère que dans quelques années, vous ferez partie de ces 2 millions de personnes qui travaillent dans le tourisme. Alors, je vous ai fait un petit schéma de l'emploi dans le tourisme. Première remarque, les offres d'emploi dans le tourisme sont supérieures à la demande dans le domaine de l'hôtellerie et la restauration. Alors on peut se poser la question, pourquoi y a-t-il plus d'offres que de demandes? Vous avez sans doute une petite idée. Eh bien tout simplement parce que les conditions de travail sont très difficiles, l'hôtellerie, la restauration, le week-end, le matin, le soir, et puis des salaires faibles, malheureusement. Donc, dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, on a du mal à trouver des employés. Il y a deux catégories d'emplois dans le secteur du tourisme, les permanents et les saisonniers. En ce qui concerne les emplois saisonniers, une des caractéristiques, c'est la non-qualification du personnel. C'est par exemple un tiers des emplois dans l'hôtellerie et la restauration, des gens non qualifiés. À l'inverse, on a un personnel qualifié dans les agences de voyage, offices de tourisme, les TO, je pourrais rajouter l'événementiel en règle générale aussi. Voilà. Nous passons à la dernière partie. Voilà que on peut-être juste aborder le tout début pour un groupe, mais ce n'est pas sûr sinon. Là, on va aborder de nouvelles connaissances et nouvelles informations. Alors, grand 3, des destinations et une offre touristique variée.
par rapport au plan que vous avez indiqué dans l'introduction, j'ai changé le titre du grand 3. Donc vous pourrez rectifier. On commence, petit 1, une géographie du tourisme différenciée. Alors, on a deux caractéristiques qui montrent que la géographie du tourisme est différenciée. Tout d'abord, sur la carte que vous avez ici, on voit qu'il y a des espaces qui sont densément visités, c'est-à-dire fortement visités, il y a énormément de visiteurs, à l'inverse des zones qui sont à l'écart des flux majeurs touristiques, donc qui correspondent en fait au marron, beige, marron très clair, ici. Et puis, vous avez la France des touristes internationaux, c'est-à-dire les touristes étrangers, et la France des résidents français. Elle n'est pas équivalente. Donc, je ferai la distinction dans mon propos. Alors, commençons tout d'abord par le tourisme international, c'est-à-dire les étrangers en France. Vous voyez sur la carte, donc ce sont les cercles rouges. Donc vous avez trois régions principales visitées par les touristes étrangers, l'Île-de-France. Vous avez également la région Rhône-Alpes et puis la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, pour les étrangers, le premier pôle touristique, c'est Paris et ses environs, et l'Île-de-France. Ça représente un quart des nuitées de tous les touristes étrangers. Parmi les 10 premiers sites touristiques, 7 se trouvent en Île-de-France. Disneyland, qui est le plus fréquenté, 15 millions de visiteurs en 2015, mais je reviendrai un petit peu plus loin sur les parcs de loisirs. Vous avez le Louvre, évidemment, on avait vu aux alentours de 10 millions de visiteurs par an, la Tour Eiffel, le musée d'Orsay. En deuxième, donc je vous ai dit, la région PACA, 18% des nuitées. Et puis en troisième, donc, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, en ce qui concerne le tourisme des résidents français, les régions Île-de-France et PACA sont moins visitées que pour les touristes étrangers. Par contre, vous, sur la carte, alors j'y reviendrai tout à l'heure, vous verrez, les régions les plus visitées par les résidents français, par les Français, ce sont le Sud-Ouest et l'Occitanie. C'est là où on trouve d'ailleurs le plus de campings, et puis vous avez toutes les stations du littoral aquitain, notamment, mais aussi la Bretagne et Pays de la Loire, avec Nantes, et les Alpes. Alors, nous passons au petit 2, les pratiques touristiques en France. Alors, l'idée est simple, c'est comme le patrimoine français, nous l'avons vu précédemment, est riche et diversifié, les pratiques touristiques sont également diversifiées. Alors, je vous laisse quelques secondes pour retrouver les différentes pratiques touristiques et à votre avis, celles qui concernent surtout les Français et puis aussi les étrangers qui viennent en France. Alors, évidemment, le tourisme patrimonial, c'est-à-dire culturel. À l'intérieur du tourisme culturel,
le tourisme de mémoire, comme on avait vu avec Oradour-sur-Glane, ou les plages du débarquement, tourisme urbain, le tourisme industriel et tourisme gastronomique. On a aussi le tourisme de nature et sportif, à savoir tourisme balnéaire, de montagne, tourisme sportif. Également, peut-être que vous y pensiez, le tourisme de santé et de bien-être, le tourisme ludique, avec les parcs de loisirs à Casino, et puis le tourisme événementiel, on en avait parlé, avec le shopping, les manifestations sportives. Ah, vous avez peut-être oublié d'autres formes. Ah, mais il y a le tourisme d'affaires. Hein, et puis les salons. Alors, est-ce qu'il y a tourisme de croisière? En France, pratiquement pas, sauf sur la Méditerranée, le port de Marseille, hein, qui est vraiment le seul port en France où on voit l'arrivée des paquebots de croisière. Alors, quelle est l'évolution depuis les années 2000 des pratiques touristiques? On assiste à une baisse régulière des séjours en bord de mer en été, mais ces séjours en bord de mer restent quand même légèrement majoritaires. Vous voyez ici en pourcentage, hein, sur ce tableau, ça représente 38,5% des nuitées. On assiste par contre à une hausse régulière des séjours dans les villes. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus de 36% des nuitées. Une baisse des séjours à la campagne et à la montagne. Alors pour la montagne, il y a une différence été-hiver, hein, mais pour la campagne, on verra ici, on est aux alentours de 20%. Alors ça dépend des chiffres, mais on aura l'occasion de revenir. On est entre 20 et même près d'un tiers, hein, uniquement pour les résidents français. Alors, dans cette partie, nous allons revenir sur quelques pratiques, hein, des touristes français et des étrangers en France, mais uniquement des informations que nous n'avons pas vues lors de ce chapitre sur les pratiques touristiques, avec de temps en temps quelques rappels. Donc allons-y. Alors, on commence par le tourisme balnéaire et nautique. C'était donc le chapitre 2, on en avait parlé, l'historique. Hein. Alors, je vous demande de retrouver les étapes historiques du tourisme balnéaire. Alors, on avait vu que ça concernait la France, mais aussi d'autres pays. Là, on va voir uniquement la France. Vous devez trouver aussi, alors, les périodes, quand, où, qui, et dans l'année, quelle période. Je vous laisse un petit instant pour fouiller dans votre mémoire, voir si les souvenirs vous reviennent. On y va? Alors, apparition, hein, de ce tourisme balnéaire, qu'on n'appelait pas encore balnéaire à ce moment-là, fin 18e siècle. Hein, donc je rappelle, 1789, Révolution française, hein, donc par là, donc un peu après, Côte d'Azur, hein, donc Nice, vous vous rappelez l'étude de cas sur Nice, hier aussi, hein, mais aussi la Manche, Normandie. Alors, de qui s'agit-il? Eh bien, des aristocrates étrangers, vous vous rappelez, les aristocrates anglais notamment, hein, et puis la grande bourgeoisie française. Alors, ils viennent en été, hein, notamment pour la Manche et la Normandie, puis en hiver sur la Côte d'Azur.
Alors ça vous permet peut-être de trouver l'étape suivante. Alors on va aller un peu plus vite. Après surtout la Première Guerre mondiale, donc après 1918, on peut vraiment parler de tourisme balnéaire. Et là, c'est un tourisme d'été sur tous les littoraux, partout. Troisième étape, après la Deuxième Guerre mondiale, un essor encore plus rapide, grâce au développement de l'automobile, notamment vers les Landes, la Vendée. Le tourisme se développe auprès des populations avec l'essor des campings, donc d'autres catégories sociales en profitent, notamment des catégories plus modestes. Conséquence, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, on assiste à l'urbanisation du front de mer. Comme vous le savez, on parle de tourisme de masse. Alors, vous voyez ici sur la carte, donc le tourisme balnéaire, donc les traits épais orange. Donc vous voyez Biarritz en remontant tout le long de l'Atlantique jusqu'en Bretagne, un petit peu la Manche et puis surtout le littoral méditerranéen. Alors, avant de passer au tourisme montagnard, j'ajoute quelques informations. C'est que parallèlement au tourisme balnéaire, il y a un essor du nautisme à partir des années 1970. Pourquoi? Parce que les bateaux coûtent moins cher. Conséquence, il y a une multiplication des écoles de voile et des courses à la voile qui sont très médiatisées en France. Dans les stations balnéaires, on assiste à la construction de ports ex nihilo, donc fait à partir de rien, qu'on appelle les marinas ou ports de plaisance. En France, il y a 5 millions de plaisanciers. C'est vraiment beaucoup, c'est l'un des pays où il y en a le plus. Et puis, dans les sports nautiques, développement du surf, de la planche à voile. Alors le surf notamment sur la côte basque, mais aussi en Polynésie française du côté de Tahiti. Alors deuxième pratique touristique, le tourisme montagnard. Alors est-ce que vous vous rappelez des étapes historiques? Quand et où? Alors je vous laisse retrouver tout ça. Quand est-ce que le ski est apparu? Première station en France. Est-ce que c'était des stations vraiment de sport d'hiver ou pas? Alors, allons-y. Tout d'abord, on assiste à l'ascension du Mont Blanc en 1786 par deux alpinistes français. Au milieu du XIXe siècle, il y a la création de deux clubs alpins. Alors, des Anglais qui sont venus dans les Alpes françaises, le British Alpine Club et le Club alpin français, créé en 1874. Et puis en même temps, la montagne bénéficie du succès du thermalisme, on en avait déjà parlé. Alors, Luchon ou Aix-les-Bains, par exemple, comme vous pouvez le voir sur cette affiche, pour une clientèle aisée. Aix-les-Bains se trouve en Savoie, près du lac du Bourget. Ensuite, alors je vous fais un petit schéma, donc début XXe siècle, on va assister à un déclin des stations thermales de montagne, et puis l'apparition en même temps des sports d'hiver, avec l'invention des sports d'hiver à la fin du XIXe siècle, le ski
l'activité sportive et puis l'activité du ski, ça apparaît dans les années 1880. Apparition donc des sports d'hiver, vraiment, début XXe siècle. Et puis, entre les deux guerres, il y a les Jeux olympiques d'hiver de Chamonix en 1924 et l'apparition des premières remontées mécaniques. Et puis, début XXe siècle, il y a un déclin des stations thermales. Et puis, enfin, dernière étape, l'essor du ski à partir des années 1960. Alors, je vous pose la question, quelles sont les causes de ce développement du ski à partir des années 1960? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Alors, 4 causes. L'essor de l'automobile, évidemment. La hausse du niveau de vie, que le ski, ça coûte cher. La multiplication des équipements. Et puis aussi les succès des Jeux olympiques de Grenoble en 1968, puis Albertville, avec des victoires de sportifs français. Bon, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. En 1968, Jean-Claude Killy avait remporté plusieurs épreuves. Alors, le nombre de Français part dans les stations de ski, 1972, 3%. Et 2013, on est à 8%. Et c'est à peu près stable depuis 15 ans. Voilà. Donc ça reste quand même une activité assez minoritaire. Les massifs montagnards où il y a le plus de clientèle, vous pouvez vous en douter évidemment, les Alpes. Alors on peut distinguer les Alpes du Nord, c'est 65% de la clientèle, notamment la Savoie. Les Alpes du Sud, et puis les Pyrénées, c'est 15%, et les autres, Vosges, Massif central, 4%. Alors, les causes de la suprématie des Alpes. Pourquoi les amateurs de ski vont surtout dans les Alpes? D'une part, parce que l'accès est facile. Vous avez des autoroutes, grandes vallées, des aéroports, on en avait déjà parlé. La proximité également des pôles émetteurs, c'est-à-dire vous avez Lyon, Grenoble, les grandes villes suisses, etc. Bon, voilà, un petit peu plus loin, évidemment, le bassin parisien. Et puis, c'est là où vous avez les plus grandes stations du monde avec les plus grands domaines skiables. Alors, en France, il y a 350 sites de ski. Le tiers, ça représente le tiers des grandes stations du monde. La France représente aussi le premier parc de remontée mécanique. Alors, il y a 4 générations de stations de ski. Donc on va reprendre cela, j'en avais pas parlé lorsqu'on a étudié le chapitre sur les pratiques touristiques. Alors tout d'abord, première génération, vous avez donc quelques stations. Alors le mot station est un petit peu fort ici, il s'agit de Chamonix, pour surtout l'alpinisme, Saint-Gervais, en Savoie pour le thermalisme, et en fait, ces activités se greffent sur les villages de Chamonix et Saint-Gervais. On a une altitude moyenne, et ce sont des villages qui sont desservis par la route et le train. Certaines
de ces stations sont plus élevées. Mégève, vous voyez, Serre-Chevalier, Val d'Isère, donc la station de Val d'Isère qui est lancée en 1935, et on a des architectures variées. Je vous montre une photo de Val d'Isère ici, juste après la Deuxième Guerre mondiale dans les années 50. Deuxième génération de stations de sport d'hiver, alors Courchevel, Champs-Rousse, Méribel, etc. Donc des stations d'altitude, parfois construites avec l'aide des collectivités locales, hein, par exemple le département de la Savoie, Courchevel. Elles ont un plan d'aménagement global, un proche des pistes avec un domaine skiable beaucoup plus étendu. Donc là, on arrive à vraiment l'essor des stations de sport d'hiver. Hein, ça se développe. Hein, donc, après Deuxième Guerre mondiale. Troisième génération, on appelle ça les stations intégrées. On pourrait dire hein, le all-inclusive, c'est-à-dire après 1960, une planification hein, où on réfléchit hein, au séjour hein, des skieurs, c'est-à-dire l'accès, les services, absolument l'hôtellerie, restauration, absolument tout. Hein, donc c'est une planification avec des capitaux privés, donc des entreprises privées qui vont participer au financement des stations, donc des appartements, avec une vente d'appartements, hein, qui remboursent les capitaux. Donc ce sont à partir des années 60 hein, qu'on a créé des parcs immobiliers dans les stations de sport d'hiver. Et comme ça coûtait très très cher ces stations de sport d'hiver, eh bien la vente des appartements permet de rembourser les emprunts. Donc vous voyez les stations de Val Thorens, Tignes, Les Arcs, La Plagne, Isola 2000, avec parfois une haute altitude. On parle, comme je l'ai indiqué ici, d'usine à ski, avec évidemment cette fameuse architecture très controversée, remise en cause aujourd'hui, on va le voir, des immeubles, des bars, hein, des tours, fréquentation par contre en été très faible. Et puis la quatrième et dernière génération qui remet en cause ce modèle avec des altitudes plus modestes, des équipements de moindre envergure, on contrôle beaucoup mieux, on respecte l'environnement, les logements ce sont des chalets, on a une hôtellerie modeste, hébergement même rural dans le village d'à côté, etc. L'exemple type c'est Bonneval sur Arc, donc que vous avez ici représenté sur cette photo. Nous passons maintenant tourisme vert et tourisme rural, donc j'en ai très peu parlé dans les pratiques touristiques. Donc, alors, quelques remarques sur ce tourisme qui est important en France. Alors, la France, elle est venue tardivement à la protection de la nature. Si on compare avec les États-Unis, par exemple, le parc Yellowstone aux États-Unis a été créé en 1872. La première réserve en France pour protéger la nature, c'est en Bretagne en 1912. Hein, donc vous voyez, 40 ans plus tard, c'est le parc, la réserve des 7 îles en Bretagne. Alors, peut-être que vous vous rappelez de cette carte, donc les 11 parcs nationaux français, hein, avec 8 millions de visiteurs par an. Hein, donc, essayez de vous rappeler la définition d'un parc national. Je vous ai posé plusieurs fois la question. Hein, et puis leur localisation. Voilà, vous vous rappelez sans doute hein, que ces parcs se trouvent surtout en montagne. Alors, regardez, vous avez la Vanoise, les Écrins, le Mercantour, hein, les Cévennes, pour ceux qui ont présenté cette région dans leurs exposés. Hein, voilà.
Pyrénées. Voilà, donc ça en fait quand même pas mal. Hein, donc, intense fréquentation, notamment en été, avec des animations grâce aux maisons du parc. Le parc de la Vanoise, c'est 400 000 visiteurs par an, donc c'est quand même beaucoup. On avait parlé donc du parc des Cévennes, connu grâce au chemin Stevenson, et puis je vous avais dit aussi le film qui est sorti l'année dernière, en 2020, Antoinette dans les Cévennes. Vous avez aussi, alors deuxième catégorie de parcs, vous vous rappelez, les parcs naturels régionaux. Combien y en a-t-il à peu près? 51. Alors, on peut même, aujourd'hui, ça c'est une carte qui est un peu ancienne, en fait ça augmente d'année en année, il y en a 54 exactement aujourd'hui, c'est à peu près, oui, 15% du territoire, 3 millions d'habitants, puisqu'il y a des villages, des villes, hein, dans ces parcs naturels régionaux. Il représente les poumons de verdure des grandes villes, des grandes agglomérations. Il joue un rôle important dans le tourisme citadin, des personnes vivant en ville, donc les citadins, les urbains. La campagne, donc, c'est le tourisme rural qui est bien apprécié des touristes français. On est aux alentours d'un tiers de la fréquentation touristique chaque année. Une destination traditionnelle, hein, pour beaucoup de citadins. Alors pour quelle raison? Alors, donc à peu près, oui, donc je vous ai dit, un tiers fréquentation touristique. Tout d'abord parce que pour les citadins, ça leur permet d'échapper au rythme stressant, trépidant de la ville, fuir le tourisme de masse, hein, que l'on trouve sur les littoraux ou dans les villes. C'est aussi une destination traditionnelle pour beaucoup de citadins parce que c'est là qu'ils ont leur village d'origine, la maison familiale. C'est peut-être votre cas avec vos parents, vous allez, hein, dans des maisons de famille à la campagne. Pour les autres, hein, il y a comme type d'hébergement les campings ou la location de gîtes. Et puis, on voit aussi, on assiste de plus en plus à l'arrivée d'étrangers, hein, dans les campagnes, notamment des Britanniques, des Allemands, des Néerlandais et des Belges. Alors, c'est un tourisme assez diffus, hein, ça veut dire que c'est éparpillé un petit peu partout sur le territoire national, difficile de comptabiliser, je vous ai dit aux alentours d'un tiers, hein, des visiteurs, mais il y a quelques régions qui émergent. Alors, vous avez le Lot. Alors, essayez de trouver où se trouve le Lot. C'est là, ici, dans le sud-ouest. Vous avez également le Périgord ou Dordogne, donc au nord-ouest du Lot. Le Morvan. Ah, est-ce que vous savez où se trouve le Morvan? Il y a une région de vieille montagne, c'est plutôt un plateau. C'est en Bourgogne, à cheval sur plusieurs départements, ici Lyon, Côte d'Or, Saône-et-Loire et Nièvre. Et puis, vous avez donc le département de Lyon, voilà, ici, avec la ville d'Auxerre par exemple. Et puis, également l'Ardèche, voilà, qui est au sud, l'Ardèche, sud-ouest du Massif central.
hein, au nord du Gard. Après, donc, quand on descend de l'Ardèche, on va vers le Gard, vers Nîmes. Hein, donc, des régions, hein, des départements fréquentés, hein, à la campagne. Alors, nous passons maintenant au tourisme social. On n'en a pas parlé non plus dans les pratiques touristiques. Le tourisme social est assez spécifique, hein, à la France. Alors, vous avez un graphique ici, hein, des départs en vacances et des inégalités sociales. Si vous regardez tout en bas, hein, donc c'est en pourcentage, voilà, c'est indiqué ici, hein, c'est en pourcentage. Vous voyez tout en bas, ensemble de la population, donc des départs en vacances, donc des gens qui partent en vacances, 60%. Donc cela signifie que 40% des Français ne partent pas en vacances. Donc c'est quand même très très important, ils ne sont pas partis en vacances. Alors, donc, quand on parle de vacances, ici, c'est défini comme 4 nuits consécutives hors de chez soi. 4 nuits consécutives. Donc, vous voyez, évidemment, alors, les différentes catégories sociales concernées, les bas revenus, classe moyenne inférieure, etc. Hein, vous voyez là, ici, 40%. Hein, voilà, donc ça, hein, de personnes bas revenus partent en vacances, hein, donc c'est tout à fait logique et c'est important. Alors, quelques informations sur ce tourisme social. Alors, je rappelle que pour le tourisme, hein, ce sont des déplacements pour des motifs de loisirs. On avait aussi dans le cadre du travail, tourisme d'affaires, santé, religion, visite à la famille, des amis, pendant plus de 24 heures. Donc, un touriste passe au moins une nuit hors de son domicile, contrairement à un excursionniste, quelqu'un qui fait une excursion, hein, pendant moins d'une journée. Alors pourquoi c'est aussi élevé en France? Pourquoi avons-nous 40%, hein, de Français qui ne partent pas en vacances? J'imagine que vous, hein, pouvez trouver assez facilement les causes. Bah, évidemment, un faible niveau de vie, hein, ça peut être, c'est la raison essentielle, hein, un problème financier, hein, mais aussi ça peut être un handicap ou une infirmité qui fait que voyager c'est difficile. Alors, vous avez ici une vidéo, donc je vous demande de la regarder, elle est vraiment très intéressante. On avait parlé dans les acteurs du tourisme en France d'un organisme qui s'appelle l'UNAT, spécialisé dans le tourisme social. Vous avez donc, j'ai mis le lien sur le blog, donc ce diaporama en PowerPoint ou en PDF, et puis les vidéos de ce chapitre, dont celle-ci, figure sur le blog dans le chapitre 8, partie cours. Donc je vous demande de regarder cette vidéo. Elle dure 15 minutes, vous pouvez trouver que c'est un petit peu long, mais elle est vraiment très très intéressante. C'est un sujet qu'on aborde assez peu et qui est vraiment intéressant. Je continue. Alors, vous verrez donc dans cette vidéo, l'objectif de l'UNAT est de faire partir des familles pour la première fois en vacances. Alors, on vous explique comment cela a été possible, quel financement, quelle organisation, comment tout cela s'est déroulé, tout le processus et les étapes, hein, pour permettre à des familles de partir en vacances. On finit ce chapitre par les parcs de loisirs, donc un secteur dynamique en France. Alors on avait évidemment étudié dans les pratiques touristiques, hein, et le patrimoine, les parcs de loisirs dans le monde, mais là on va voir, hein, uniquement ceux que l'on trouve en France. Alors quelques remarques concernant les parcs de loisirs et ce secteur. Alors, ils sont très appréciés des Français. Vous voyez ici, sur ce schéma,
représente 63 millions de visiteurs par an pour une année normale. C'est 30 000 salariés également, vous allez voir ça tout à l'heure. C'est donc un secteur dynamique, car les Français sont satisfaits de leur parc de loisirs. Un niveau de satisfaction très important. Et puis les produits, c'est-à-dire les attractions, les thèmes sont très variés. En France, il y a 300 parcs de loisirs, donc il y a vraiment une grande diversité, une offre importante. Alors essayez de trouver les poids lourds, les plus importants. Vous les connaissez, j'imagine. Alors voilà, vous les avez tout en bas, hein, avec les fréquentations. Alors, Disneyland Paris, en fait, à Disneyland Paris, il y a deux parcs. Le parc Disneyland, celui dont on parle le plus, créé en 1992. Et puis, vous avez Walt Disney Studios, hein, créé en 2002. Alors, ils se trouvent dans le même périmètre, les deux. Ouais, sont les plus fréquentés. Après, vous voyez le parc Astérix, Puy du Fou et le Futuroscope, hein, que vous avez visité en début d'année scolaire. Alors, vous voyez ici, donc sur ce schéma, donc ça représente 30 000 salariés et la France est la première destination européenne en matière de parcs de loisirs. Alors, voilà, vous avez les dépenses des visiteurs. Alors, les billets d'entrée 57%, restauration aux alentours de 20%, les boutiques 9%, ça c'était en 2017. Et vous voyez que l'information vient d'Atout France, un autre acteur que l'on avait vu ensemble. Alors, il existe dans les 300 parcs français des zoos et des parcs animaliers également. Donc, tout cela forme les parcs de loisirs. On a également des parcs aquatiques et puis des parcs hybrides, c'est-à-dire qui mélangent plusieurs catégories. Alors, vous avez également des parcs de portée internationale, comme les tout premiers que j'ai cités tout à l'heure. Vous avez des parcs avec une portée nationale, c'est-à-dire des Français qui viennent de l'ensemble du territoire, et puis des parcs avec une portée ou à échelle régionale. Mais une quinzaine de sites représentent plus de 300 000 visiteurs annuels. Voilà. Donc une quinzaine de sites, c'est pour chaque site à peu près 300 000 visiteurs chaque année. Alors, quelques exemples pour aller un petit peu plus loin que ceux qu'on a cités. À Paris, le jardin d'acclimatation. Vous avez le Marineland à Antibes, Nigloland, les parcs Walibi, il y en a deux en France, Vulcania, alors ceux qui avaient fait l'exposé sur le Massif central, vous en aviez parlé, hein, etc. Il y en a plein d'autres. Alors, avant de passer aux impacts de la pandémie, ces parcs ont un poids important sur leur territoire. Alors, tout d'abord, autour des parcs, hein, le secteur qui se trouve autour, vous avez en fait une influence des parcs sur les hôtels qui se trouvent autour, les restaurants, les magasins. Les parcs aussi rapportent une taxe de séjour pour les communes et puis ils payent également des impôts. Hein, donc les parcs rayonnent sur le territoire sur lequel ils sont implantés. Prenons un exemple. Le Val d'Europe agglomération, c'est là où se trouve Disneyland Paris, c'est-à-dire en Seine-et-Marne exactement. Hein. Val d'Europe agglomération, la taxe de séjour, c'est 60 à 70% des recettes de toute l'agglomération.
du Val d'Europe, hein, donc grâce à Disneyland. Et Disney, donc c'est pour le Val d'Europe agglomération 50% de l'activité hôtelière. Donc vous voyez un impact très important. Parlons maintenant des impacts de la pandémie, donc Covid-19. Alors, tout d'abord, à cause de cette pandémie, on a eu, depuis le premier confinement l'année dernière, donc une saison plus courte, mais avec des résultats inégaux selon les parcs. Les sites animaliers ont moins mal fonctionné. Il y a une baisse, mais plus relative que les autres parcs. La baisse globale de l'activité, fréquentation, moins 50%. Alors, il y a des déficits, c'est-à-dire que les dépenses des parcs sont supérieures aux recettes. Alors vous allez me dire, mais je comprends pas bien ce que vous dites, monsieur, parce que si les parcs s'arrêtent, il n'y a pas de dépenses. Eh bien si, il y a quand même des dépenses, même s'il n'y a pas de visiteurs. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a beaucoup d'entretien, les parcs animaliers, les attractions, etc. Et puis les salaires. C'est-à-dire qu'il faut quand même s'il y a des aides du gouvernement, il faut continuer à payer les salaires des employés. Alors, la réaction du secteur. En fait, le secteur des parcs de loisirs ne se laisse pas abattre malgré la pandémie, et la sortie de crise passe par l'innovation et les investissements. C'est-à-dire que même maintenant, alors que les visiteurs ne peuvent plus aller dans les parcs, ceux-ci continuent à innover et à investir. C'est le deuxième point. Donc, à une certaine époque, le budget des investissements représente 10%. Les investissements représentent 10% du budget des parcs, et aujourd'hui c'est 20%. C'est-à-dire de toutes les dépenses, sur 100 euros, 20 euros vont aux investissements et l'innovation, notamment pour créer de nouvelles attractions, de nouveaux types de séjours. Pour certains, ça va même jusqu'à 40% du chiffre d'affaires, pour le plus important. Alors, nouvelles attractions, évidemment, et puis l'hébergement. Investir dans l'hébergement des hôtels, ça je vais y revenir. Alors la crise sanitaire, certes, elle retarde ces investissements, mais ils n'ont pas été supprimés. Il n'y a pas de remise en cause, c'est-à-dire qu'il faut toujours augmenter par exemple le nombre d'hôtels pour plus de courts séjours. L'objectif, c'est que les visiteurs passent au moins une nuit sur le site du parc et qu'ils ne viennent pas que pour la journée, ou qu'ils ne soient pas hébergés très très loin, mais qu'ils soient sur le site. Même pour les petits parcs. Autre objectif, il s'agit de rassurer les clients face au Covid, en évitant les regroupements. C'est-à-dire que là, bientôt, quand ils vont réouvrir les parcs, eh bien évidemment, ceux-ci vont tout faire pour éviter qu'il y ait des queues devant les attractions, pour rassurer la clientèle, notamment avec les e-billets qui se développent de plus en plus sur les sites internet. Autre préoccupation, réduire l'impact environnemental de ces parcs. Alors, exemple, le Puy du Fou a créé le Green Globe. Green Globe, alors c'est une certification qui englobe, soi-disant, les 3 piliers du développement durable. Alors je dis soi-disant parce que dans la réalité, c'est surtout le pilier environnemental, économique et social, a priori pas du tout, mais pour le pilier environnemental, oui, puisqu'il s'agit de mieux gérer les déchets, de diminuer la consommation d'énergie avec des équipements plus économes, et de protéger
la biodiversité, enfin, pour la restauration, d'utiliser beaucoup plus de produits locaux. Mais il n'empêche que tout cela reste à nuancer. C'est plutôt de la com, hein, cette idée de réduction de l'impact environnemental dans les parcs de loisirs, hein, c'est quand même pas le lieu idéal pour faire des économies dans ce domaine et protéger la nature. Mais il y a quand même quelques progrès. Autre préoccupation actuelle, la question du bien-être animal dans les parcs animaliers. Alors, il y a une nouvelle loi qui a été adoptée en janvier dernier, c'est-à-dire janvier 2021, qui interdit la détention de cétacés en captivité, c'est-à-dire les dauphins, les orques, les otaries. C'est pourquoi le parc Astérix a décidé, de toute façon on n'a pas le choix, hein, de fermer son delphinarium, hein, et cette loi crée des soucis pour le Marineland, hein, puisque le Marineland d'Antibes, on a vu, hein, ce sont des spectacles aquatiques, donc le Marineland va sans doute être obligé, hein, de transformer son parc, ou peut-être qu'il va même fermer, hein, à voir dans les mois et années à venir. Enfin, dernier point, comment faire face à la concurrence entre les parcs? On a vu qu'en France, il y en a vraiment beaucoup. Alors, évidemment, l'idée, c'est de mettre l'accent sur l'identité du parc, sur le thème, hein, du parc. Exemple, le Puy du Fou, c'est l'histoire de la Vendée. Astérix, l'histoire de la bande dessinée Astérix. Vulcania, les volcans. C'est-à-dire qu'en fait, les parcs doivent se recentrer sur leur thème, hein, pour que, en fait, ils apportent un plus aux visiteurs et non pas se diversifier, faire plein de choses différentes qu'on pourrait retrouver d'un parc à un autre, qui fait que les visiteurs seraient plutôt mécontents. Voilà, alors nous avons terminé ce chapitre, hein, aujourd'hui.